Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du cubisme. Le cubisme est une révolution plastique créée à la suite d'expériences menées par Georges Braque et Pablo Picasso. Ils ont créé un nouveau langage pictural qui avait pour objectif de donner une image de la réalité qui soit encore plus objective que l'apparence. Imaginez que vous voulez rendre l'effet de la 3 dimensions, l'effet que nous avons lorsque nous tournons autour d'un objet pour l'observer sous toutes ses coutures. Les cubistes vont chercher à reproduire cet effet, mais en utilisant une surface bidimensionnelle. L'histoire du cubisme commence en 1907. À la fin de l'été et durant l'automne, Georges Braque, qui avait jusque-là peint de façon fauve, abandonne la couleur pure au profit de la construction et des expérimentations sur la forme. Il a envie d'organiser ses toiles de manière géométrique en utilisant des coloris plus sobres et une composition qui serait plus stable. À l'automne 1907 a lieu une rétrospective sur Paul Cézanne au Salon d'automne. C'est là l'occasion de redécouvrir la manière de Paul Cézanne qui, en 1904, dans une lettre à Émile Bernard, avait écrit « Traiter la nature par le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en perspective, que chaque côté d'un objet, d'un plan, se dirige vers un point central. » Vous l'aurez compris, c'est la géométrisation qui va désormais être au goût du jour. C'est au cours de cette année 1907 que se rencontrent également Picasso et Braque. Pablo Picasso a consacré une bonne partie de l'année 1907 à une toile intitulée Les Demoiselles d'Avignon. Cette toile est sans doute l'une des plus importantes de l'histoire de l'art. Au départ, Pablo Picasso avait prévu 7 personnages, dont un étudiant en médecine et un marin, qui finalement ont été enlevés dans la version finale pour ôter à la toile son côté anecdotique. Picasso a réalisé environ 700 croquis et esquisses qui ne se référaient pas directement à un personnage précis, mais plutôt accompagnaient l'élaboration de la toile. Toutes ces esquisses, ainsi que la composition finale, révèlent un grand intérêt pour le primitivisme, c'est-à-dire pour la découverte des arts africains et océaniens, mais particulièrement africains. Picasso n'est pas le seul à s'y intéresser puisque Vlaminck, Derain et Matisse, des artistes fauves, ont également des objets africains en leur possession. Ces artistes vont être attirés par la géométrisation des visages, par les formes simplifiées et surtout par cette liberté enfin prise par rapport à la peinture traditionnelle occidentale qui, selon ces jeunes artistes, commençait à tourner en vase clos. Les Demoiselles d'Avignon représentent en fait des prostituées d'un bordel de Barcelone situé rue d'Avignon. Mais plus encore que le sujet, c'est le traitement plastique de ce sujet qui choque. Toutes les normes classiques du nu féminin sont abolies. L'espace n'est pas du tout soumis à la perspective traditionnelle issue de la Renaissance avec un point de fuite unique, et tout cela au contraire vole en éclats. L'anatomie humaine est réduite à des losanges, à des triangles. Picasso malmène toutes les proportions et traite certains visages à la manière de masques africains. Inspiré par Paul Cézanne, qui avait tendance à utiliser ce qu'on appelle un passage cézannien, c'est-à-dire une touche qui relie 2 plans, Picasso va aller plus loin car il combine des différents points de vue en une forme et en un point de vue unique. Par exemple, si l'on regarde le personnage de droite, en bas de la composition, son visage a l'air d'un masque, son dos et ses seins sont visibles en même temps. C'est comme si Picasso avait fait se tourner le personnage devant le spectateur afin que nous puissions le voir sous tous ses aspects. Les Demoiselles d'Avignon compriment la profondeur, imbriquent les formes et commencent à nous faire concevoir que nous puissions envisager différents points de vue d'un seul et même coup d'œil. Le sujet de la toile, avec les prostituées, combine à la fois la notion d'amour et la notion de mort, des thèmes qui vont obséder Picasso tout au long de sa vie et de sa carrière. Les déformations monstrueuses de certaines figures féminines évoquent peut-être les maladies vénériennes, comme la syphilis, qui effrayaient Picasso. Les yeux sont sombres et charbonneux. Si l'on observe le personnage dans le coin supérieur droit de la composition, on peut voir que la touche est très hachurée, posée en bâtonnet et qui suit
de façon directionnelle le corps, comme pour sculpter les facettes du volume du visage du personnage. Il s'agit d'une interprétation outrée et systématisée de la touche dite cézannienne. Les réactions aux Demoiselles d'Avignon sont terribles. À son propos, Georges Braque aurait dit à Picasso « C'est comme si tu voulais nous faire manger de l'étoupe ou boire du pétrole pour cracher du feu. » Le fauve André Derain aurait quant à lui dit qu'on retrouverait sans doute Picasso pendu derrière son tableau. Comme souvent dans l'art du XXe siècle, le scandale est à la mesure de la postérité artistique de cette œuvre. Les Demoiselles d'Avignon ne sont pas à proprement parler une œuvre cubiste, mais elles marquent une introduction au cubisme. En effet, les problématiques qu'elles exposent sont celles auxquelles seront confrontés Picasso et Braque au cours de la première période du cubisme, à savoir le cubisme cézannien. La réponse de Georges Braque aux Demoiselles d'Avignon sera le grand nu qu'il a créé pendant l'hiver 1907 jusqu'en juin 1908. Cette huile sur toile est conservée aujourd'hui au Musée national d'art moderne de Paris et il a été réalisé dans l'intention manifeste de s'imposer au salon. Il a été cependant refusé au salon d'automne de 1908 par le jury où siégeait Henri Matisse. Le nu montre un corps puissamment charpenté, comme s'il tournait dans l'espace à partir de la jambe d'appui qui est fléchie, afin de montrer le plus de chair possible. L'œuvre montre un côté assez sculptural et c'est une peinture qui s'intéresse manifestement au volume. Autour du nu, on observe du bleu qui représente soit une draperie ou un linge, en tout cas une ambiguïté spatiale, puisque l'espace est très réduit entre le nu, le linge bleu et le fond qui est de couleur ocre-rouge. On a une grande distance ici par rapport aux œuvres fauves de Georges Braque. Le visage est traité comme un masque, il n'est pas du tout individualisé. Les formes sont peintes avec un cerne noir puissant qui rompt avec le dessin lâche et coloré de ces paysages fauves. Par ailleurs, la palette s'est réduite, elle s'est beaucoup assombrie, et la touche est très hachurée avec ses bâtonnets juxtaposés, cette touche directionnelle que l'on a évoquée avec les Demoiselles d'Avignon et qui hérite de la touche cézannienne. Interrogé en 1910 par un journaliste américain, Braque a dit « Je ne pourrais représenter une femme dans toute sa beauté naturelle, je n'en ai pas l'habileté, personne ne l'a. Je dois par conséquent créer une nouvelle sorte de beauté qui m'apparaît en termes de volume, de lignes, de masse, de poids, et à travers cette beauté, j'interprète mon impression subjective. La nature est un simple prétexte pour une composition décorative, plus le sentiment. Elle suggère l'émotion, et je traduis cette émotion en art. Je veux exposer l'absolu, et non seulement la femme factice. » À partir d'ici, nous pouvons évoquer la chronologie du cubisme. Le cubisme se divise en 3 phases. La première est le cubisme cézannien, qui s'est épanoui entre 1908 et 1909. Ensuite, le cubisme analytique, en 1910-1911. La dernière phase, le cubisme synthétique, s'est épanoui entre 1912 jusqu'en 1914 ou 1919 selon certains historiens de l'art. En effet, si certains estiment que le cubisme prend fin en 1914, date du début de la Première Guerre mondiale, lorsque Braque va être envoyé au front, tandis que Pablo Picasso, qui n'est pas français, reste à Paris, d'autres considèrent que les recherches menées par Pablo Picasso tout au long de la Première Guerre mondiale constituent bel et bien une continuité dans le cubisme synthétique. Si l'on devait résumer chacune de ces phases en un terme, on pourrait dire que le cubisme cézannien géométrise les formes, que le cubisme analytique déconstruit les volumes et que le cubisme synthétique reconstruit les formes. Avant de parler plus en profondeur de chacune de ces phases du cubisme, il est important de signaler que ces différentes phases ne valent que pour Braque et Picasso. En effet, le cubisme n'a pas de manifeste, ne constitue pas une école, ni une nouvelle théorie. Picasso et Braque n'exposent en effet pas au salon, ni en groupe. Ils ne sont représentés que dans des galeries privées, ainsi leur démarche est en quelque sorte confidentielle et ils sont ignorés du grand public.
Ce sont d'autres artistes qui feront connaître le cubisme du grand public. C'est ce qu'on appellera le cubisme de salon ou également le cubisme de la section d'or, dit aussi le groupe de Puteaux. Mais parlons tout d'abord du cubisme cézannien. Le cubisme cézannien prend sa racine avec la rétrospective consacrée à Paul Cézanne au Salon d'automne 1907. Il s'agit de juxtaposer des éléments qui vont être vus de différents points de vue sur une toile, donc une surface bidimensionnelle, et c'est une manière de reconstituer la structure du monde extérieur sur une surface plane en l'approfondissant et en l'intellectualisant. Prenons cet exemple de Georges Braque, le viaduc à l'Estaque. C'est une œuvre réalisée au début de l'année 1908 et c'est une huile sur toile conservée au Musée national d'art moderne de Paris. Pendant l'été 1908, Braque se rend à nouveau à l'Estaque, puisqu'il l'avait déjà fait pendant sa période fauve, et il se rend bien sûr sur les traces de Paul Cézanne. On peut voir ici que la composition peut être envisagée d'un seul bloc, et c'est exactement ce que souhaitait rendre Cézanne. Dans cette composition, nous voyons un aqueduc, et non un viaduc comme l'indique le titre, qui barre l'horizon. Le motif est extrêmement resserré sur l'articulation de différents plans dont les arêtes sont ouvertes, et les différents plans sont imbriqués les uns dans les autres. Cette composition ne laisse que peu d'air et peu de couleurs. L'espace est comprimé et à peine aéré par les petites touffes vertes des arbres qui marquent l'étagement des plans. La couleur sensuelle de la période fauve de Braque à nouveau est bannie, ici au profit d'un assemblage sévère d'ocre, de gris, de vert, des couleurs qui sont extrêmement proches de la palette cézannienne. Au niveau de la touche, on retrouve cette touche directionnelle, comme dans le grand nu que nous avons vu il y a un instant. On voit ainsi apparaître une construction picturale des formes par plan, et c'est une manière de suggérer la profondeur par superposition, et non par une perspective avec un point de fuite, comme c'était le cas traditionnellement depuis la Renaissance. L'espace ici est découpé en facettes et tout est construit par des fragments de formes et des contrastes lumineux. Georges Braque rompt ainsi avec Henri Matisse et le fauvisme, et Matisse va refuser ses œuvres au Salon d'automne de 1908. Matisse aurait parlé de petits cubes à propos de ses toiles, suivi par le critique d'art Louis Vauxhall, qui va utiliser le terme de cubisme. Le début officiel du cubisme peut être daté de l'exposition consacrée à Georges Braque en novembre 1908 dans la galerie du marchand d'art Daniel-Henri Kahnweiler. La préface du catalogue de cette exposition sera rédigée par Guillaume Apollinaire et il écrira notamment cette phrase « Il y a place maintenant pour un art plus noble, plus mesuré, mieux ordonné, plus cultivé ». On comprend donc ici qu'il s'agit d'une manière de rationaliser la nature, de réduire la nature et ce que nous voyons à des formes géométriques afin de mieux le saisir, mieux le comprendre. Cette simplification géométrique des formes va mener à une deuxième phase qui va être la phase de la déconstruction. C'est le cubisme analytique. Observons cette toile de Pablo Picasso qui date de l'été 1910, intitulée Le guitariste. C'est une œuvre que Pablo Picasso a peint à Cadaqués, où il a passé les mois de juillet et d'août 1910. Il va rapporter de ce séjour une dizaine de toiles, qui révèlent une dissolution grandissante de la forme. Au-delà de la géométrisation ici, en facettes, et on ne retient finalement que les arêtes. On n'a plus cette notion de volume en 3 dimensions. Les plans sont agencés à la surface de la toile, et la meilleure analogie que l'on puisse faire avec le cubisme analytique, c'est d'imaginer un dé à jouer à 6 faces, et imaginer que l'on place ce dé à plat afin de pouvoir en voir les 6 faces d'un seul point de vue. Cela permet de déconstruire la forme et de pouvoir la contempler de façon objective, d'une manière que la réalité ne permet pas, puisque même avec un objet en 3 dimensions, il est obligatoire de se déplacer autour de cet objet afin d'en voir toutes les coutures. Afin de mieux servir cet objectif, Pablo Picasso utilise ici une grande unité de la composition. La figure est difficile à distinguer du fond.
En effet, la ligne ne sert plus à créer des contours ici, elle ne délimite plus la forme, ce sont les segments de lignes brisées et des lignes croisées qui créent une structure. Le sujet devient d'ailleurs assez difficilement lisible. Du guitariste, on distingue surtout la carrure, la tête qui est figurée par un demi-cercle posé sur un cylindre, ainsi que quelques lignes parallèles qui indiquent les cordes de l'instrument de musique. Le sujet est sacrifié au profit de la composition de la toile dans sa totalité. La palette est réduite à un camailleux gris-brun et la touche pommelée est travaillée de façon homogène à la surface de la toile. Ces petites touches vibrantes semblent en quelque sorte créer la pulsation de la figure du guitariste qui se compose et se dissout, se fait et se défait sous le regard du spectateur. Dans cette seconde toile intitulée Le Guéridon, réalisée par Georges Braque en 1911, on voit un motif qui est assez différent, puisqu'il s'agit, malgré le format vertical de la toile, d'une nature morte. Le guéridon, une table ronde ou ovale qui n'a qu'un seul pied, est particulièrement intéressant pour Braque puisque c'est une surface qui n'a pas d'angle et qui du coup permet d'éviter toute tentation de création de la perspective par une perspective cavalière. C'est aussi une forme qui va souligner la concentration des formes de la toile au centre de la composition. En effet, on observe une certaine vacuité des angles et c'est pour cette raison que les formats ovales vont être privilégiés par Picasso et Braque à différents moments. Mais ici, c'est bien dans un rectangle que s'inscrit l'espace arrondi du guéridon. Et Braque va dire « Cela répondait pour moi au désir que j'ai toujours eu de toucher la chose et non seulement de la voir. C'est cet espace qui m'attirait beaucoup. » La composition est en quelque sorte pyramidale ici, et on observe que le plan du guéridon est incliné vers nous, comme le sont souvent les tables dans les natures mortes de Paul Cézanne. Il est possible de reconnaître certains éléments qui sont identifiables par des détails, c'est ce que l'on appelle des signes cubistes. On reconnaît par exemple des formes qui font penser aux ouïes d'un violon ou aux volutes d'un violon au bout du manche, mais aussi des notes de musique. Il faut concevoir le cubisme comme une forme de jeu cérébral, mental, puisqu'il faut regarder longuement les différents signes cubistes afin de pouvoir reconstituer comme les pièces d'un puzzle l'ensemble des objets qui sont représentés. On nous montre ici une composition ou une structure par métonymie, c'est-à-dire qu'on nous indique uniquement une partie pour signifier le tout. En termes de palette, nous retrouvons ce fameux camailleux gris-brun qui utilise des variations de brun, d'ocre, de gris, avec ici des petites touches lumineuses de blanc également. Et on peut dire que Braque a été d'autant plus intéressé par les effets de matière que Picasso. Il a dit notamment qu'il avait envie de faire de la touche une forme de matière. Ces effets de frottis permettent à Braque d'animer la surface picturale, qui autrement n'est absolument pas animée puisque toutes les formes sont concentrées à la surface de la toile et l'ensemble a une apparence de verre brisé. Cette phase du cubisme analytique peut parfois être qualifiée d'hermétique et effectivement on comprend pourquoi, puisque même si l'objectif initial de Picasso et Braque était de créer des œuvres qui soient hyper réalistes, plus objectives que la réalité, au final les œuvres sont assez peu lisibles. Ils n'auront pourtant pas envie d'aller jusqu'à l'abstraction, ce qui leur a été reproché par l'artiste Piet Mondrian, l'un des pionniers de l'art abstrait, pour qui la suite logique du cubisme analytique aurait été de partir vers l'abstraction. Afin de réintroduire la réalité dans leur art, Pablo Picasso et Georges Braque vont ainsi mettre au point plusieurs inventions qui vont ouvrir sur le cubisme synthétique, la troisième et dernière phase. En mai 1912, Pablo Picasso crée La nature morte à la chaise cannée. C'est une œuvre qui est au Musée national Picasso à Paris. C'est le premier collage. Il intègre un morceau de toile cirée qui imite le canage d'une chaise, ainsi qu'un morceau de corde qui imite la corde qui entoure une table de bar. On remarque par ailleurs le format en ovale qui permet de supprimer cette vacuité des angles dont nous avons parlé précédemment. En septembre 1912, Georges Braque crée une œuvre qui s'appelle Compotier et verre, qui est dans une collection particulière.
Et ici, cette œuvre montre le premier papier collé. Le principe est que sur une feuille de papier, on va coller d'autres éléments en papier, la plupart du temps des morceaux de papier peint, mais ici, c'est un élément qui imite le faux bois. Cette technique permet à Braque d'imiter les effets de matière et lui permet également de procéder par métonymie. Enfin, en octobre 1912, Picasso va créer sa guitare, qui aujourd'hui est conservée au MoMA à New York, et là c'est le premier assemblage. C'est une forme de sculpture réalisée avec des cartons et de la ficelle. C'est une manière de révolutionner la manière dont on peut construire une œuvre en 3 dimensions. C'est aussi une manière de révolutionner l'art en utilisant pour la première fois des objets qui n'ont aucun rapport avec les matériaux traditionnels de l'art. Toutes ces innovations vont mener à la 3e et dernière phase du cubisme, le cubisme synthétique. Dans cette dernière phase du cubisme, le spectateur va toujours être invité à poursuivre le jeu de restitution mentale d'une image cohérente, mais il va avoir davantage de points d'accroche, si l'on peut dire. Il va rencontrer davantage de représentations d'objets reconnaissables, même s'ils sont représentés de manière synthétique, donc à travers leurs traits essentiels. Cette œuvre de Georges Braque s'intitule L'homme à la guitare. Elle est datée de 1914 et est conservée au Musée national d'art moderne de Paris. Le format vertical nous indique un portrait, et cette fois c'est bel et bien le cas. On peut reconnaître différents éléments, notamment une partie de la guitare, les cordes qui sont indiquées par des traits superposés. Un nœud papillon permet de placer le cou, tandis que des rectangles au-dessus de ce nœud papillon permettent de distinguer le visage, indiqué par des petites formes géométriques. On observe d'emblée la réintroduction de la couleur ici, qui est l'une des composantes principales du cubisme synthétique. On échappe enfin à ce camailleux gris-brun. On commence à retrouver des effets de volume, toute proportion gardée bien sûr, et surtout une meilleure lisibilité de l'ensemble de la composition. Par ailleurs, on voit ici que les acquis des papiers collés ont bel et bien été intégrés. Si cette toile ne comporte pas de papier collé, on voit qu'à différents endroits, Georges Braque a cherché à imiter des effets de matière. Au centre de la composition, on remarque par exemple un trompe-l'œil qui évoque la moulure qui devait se situer peut-être au mur derrière le personnage. Dans les parties inférieures de la composition, en revanche, on aperçoit plusieurs plans qui comportent un effet de trompe-l'œil imitant la matière du bois. En procédant par métonymie, il nous indique peut-être le matériau bois contenu sur une table près du personnage, ou éventuellement nous permet de mieux comprendre la matière dont est constituée la guitare tenue par le personnage. Cette toile montre par ailleurs un autre effet qui a été inventé par Braque, à savoir l'ajout d'éléments, et notamment ici de morceaux de sciure de bois mélangés à la peinture. Cela permet d'évoquer bien sûr le matériau bois, mais permet également de créer un effet de matière qui distingue différents plans à l'intérieur de la composition. C'est Georges Braque qui a été à l'initiative de l'utilisation de sable et de sciure de bois afin de créer ces effets de texture au sein des toiles cubistes. Avec cette toile, Georges Braque nous offre une synthèse des réflexions qu'il a pu mener au cours des dernières années. En effet, la reproduction en peinture de l'effet en bois est faite en utilisant une technique qui s'appelle le peignage. C'est celle qui est utilisée par les peintres en bâtiment pour réaliser un effet de faux bois et renvoyer à la matière. Il est intéressant de rappeler ici que Georges Braque avait une formation de peintre décorateur. C'est une manière aussi de faire un clin d'œil à son premier papier collé de 1912 qui contenait un papier peint qui imitait le lambris de chêne. On comprend donc bien que le cubisme synthétique est une réintroduction de la réalité après la période hermétique du cubisme analytique. Jouons un peu maintenant pour voir si vous avez bien compris les différentes phases du cubisme. Voici une toile du Musée d'art moderne de la ville de Paris, réalisée par Pablo Picasso. Selon vous, s'agit-il d'une œuvre du cubisme cézannien, analytique ou synthétique ? Observez bien la palette, observez la composition et réponse à la fin de la vidéo.
En attendant, disons un mot du cubisme dit de salon ou également du cubisme de la section d'or. En fait, il faut avoir en tête que le cubisme de Braque et Picasso va être étendu à d'autres peintres dont les œuvres seront plus lisibles, des peintres qui pratiquaient également la structuration géométrique, mais qui, eux, exposaient dans des salons. À partir de 1910 environ, des artistes vont être informés des travaux de Braque et Picasso et vont se rassembler en groupe et vont s'appeler cubistes. Ce sont des artistes comme Albert Glaise, Jean Metzinger, Roger de la Fresnaye, Henri Le Fauconnier, André Lotte, Louis Marcoussis, entre autres. Et ce sont les véritables représentants du cubisme, car le mutisme de Braque et Picasso sur leurs recherches respectives et communes, ainsi que sur le contenu et la signification du mot cubiste, nécessitait une certaine introduction vis-à-vis du grand public. Braque ne verra pas cela d'un très bon œil d'ailleurs, puisqu'il va surnommer tous ces gens les cubisteurs. Il va dire « c'était une vraie folie. En quelques mois, tout le monde cubistait. On faisait du cubisme un style, le contraire de tout ce que nous avions voulu. » Vers 1911-1912, la plupart de ces artistes vont se réunir à Puteaux, chez Jacques Villon, un frère de Marcel Duchamp, ou à Courbevoie, chez Glaise. Le groupe décide de s'appeler le groupe de la section d'or afin de se dégager du succès de scandales liés au cubisme et de Braque et Picasso dont le prestige grandit. Leur première exposition collective a lieu en avril 1911 et la culmination va avoir lieu en octobre 1912 lorsque Glaise et Metzinger vont publier un essai intitulé sobrement « Du cubisme ». Mais cet essai va faire passer Glaise et Metzinger pour des inventeurs alors qu'ils n'ont fait qu'utiliser un procédé qui existait déjà. Voici un exemple de ce cubisme de salon. C'est une œuvre de Serge Férat, intitulée Sans titre, entre parenthèses composition cubiste. L'œuvre date de 1914. C'est une huile sur toile avec des papiers collés sur un panneau de bois ovale. Nous avons déjà évoqué le format ovale qui permet de concentrer naturellement les formes de la composition au centre. L'ovale est placé de manière verticale, ce qui nous indique a priori un portrait plutôt qu'une nature morte. Et effectivement, on reconnaît un nu féminin assis dans un fauteuil. Le corps est constitué de multiples cylindres de couleur ocre, ce qui crée une impression de volume. Le visage est représenté à la fois de face et de profil, puisqu'on reconnaît la diagonale du nez avec des petites lèvres. Le modèle a une tresse blonde avec un nœud bleu fractionné en 3 morceaux. Le fauteuil, quant à lui, est représenté dans des tons violines et verts, et on repère un accoudoir dont le bord est chantourné. Nous retrouvons donc cette représentation synthétique des différents éléments de la toile, mais dans des couleurs vives qui évoquent non pas le cubisme analytique, mais bien le cubisme synthétique. C'est d'ailleurs cette forme du cubisme qui va le mieux s'exporter, entre guillemets. Toute la panoplie du parfait peintre cubiste est utilisée ici, puisqu'on reconnaît des éléments de faux bois, des lettres au pochoir, qui sont caractéristiques du cubisme analytique. On retrouve ici les lettres FAT14, la contraction du nom de famille de l'artiste, Férat, et sans doute la date de réalisation de l'œuvre, 14 pour 1914. On aperçoit également des collages de morceaux de papier journaux et des papiers qui ne sont pas déterminés, mais qui évoquent notamment du faux marbre. La forme ovale du tableau que nous avons déjà évoquée. Les aplats de couleurs, ici violet, vert, dans des bleus très acidulés, qui contrastent avec le camailleux ocre-gris qui est présent ailleurs dans la composition. Il est intéressant de signaler que le quotidien Le Journal, qui est évoqué ici, était un journal favorable à la cause cubiste. Nous comprenons donc mieux la critique de Georges Braque réalisée sur ses œuvres en disant que ces artistes avaient fait du cubisme un style. Ceci n'enlève rien, bien sûr, à la qualité de ses œuvres par ailleurs. Pour finir, revenons à notre devinette. Avez-vous deviné à quelle phase du cubisme cette œuvre correspond ? L'œuvre s'intitule Tête d'homme, réalisée par Pablo Picasso à la fin de l'année 1911 et au début de l'année 1912. C'est une huile sur toile, de format vertical, donc correspondant bien à l'image d'un portrait.
J'ai fait exprès de choisir une œuvre qui était un peu difficile à identifier, puisqu'en effet, on retrouve des éléments du cubisme analytique, notamment le camailleux gris-brun qui est présent dans la plupart de la composition. On retrouve également les plans géométriques dont on aperçoit uniquement les arêtes et qui nous montrent des formes déconstruites, donnant une apparence de verre brisé à l'ensemble, de sorte à ce que nous contemplions les différentes parties du visage du modèle sous différents aspects, mais de manière simultanée. En haut de la composition, toutefois, nous avons d'autres éléments qui mettent cette attribution en doute. Nous avons des plans de couleurs jaune et orange, et l'on aperçoit par ailleurs des lettres GR à gauche, KOU à droite, qui imitent des caractères d'imprimerie. Les aplats colorés et les lettres typographiées, ou imitant la typographie, attribueraient davantage l'œuvre au cubisme synthétique. En réalité, cette œuvre est une œuvre de transition entre le cubisme analytique et le cubisme synthétique. Bravo à ceux d'entre vous qui auront deviné. Un grand merci pour votre écoute. Si vous avez des questions sur les œuvres qui ont été abordées ou sur le cubisme en général, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires ou par mail. Merci beaucoup.